Bonjour et bienvenue sur Profession Culture. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au courrier des lecteurs et nous allons répondre au petit Jean-Paul de Strasbourg, 7 ans, qui nous demande de nous intéresser à la situation d'un salarié en arrêt de travail et qui a le droit à une indemnité complémentaire de la part de l'employeur. Or, ce salarié serait payé avec une rémunération variable. Jean-Paul, est-ce que tu ne serais pas un petit peu jeune pour ce genre de questions? C'est l'instant pro du jour. Que faire de la part variable de la rémunération en cas de suspension du contrat de travail? Un salarié peut percevoir une rémunération constituée d'une part fixe et d'une part variable. Cette part variable peut être liée à de multiples facteurs, le plus classique étant la participation au chiffre d'affaires de l'entreprise. Lorsque le salarié tombe en arrêt maladie, quelle qu'en soit la cause, il perçoit des allocations journalières de la part de la CPAM et peut aussi recevoir une indemnité complémentaire de la part de l'employeur. Il faut cependant en remplir les conditions, et notamment avoir au moins une année d'ancienneté dans l'entreprise. Le Code du travail précise que l'indemnité complémentaire doit permettre d'atteindre, pendant les 30 premiers jours de l'arrêt, 90% de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler, puis, pendant les 30 jours suivants, 2 tiers de cette même rémunération. Lorsque la rémunération est fixe, calculer 90% ou 2 tiers de celle-ci est simple. Mais lorsqu'elle contient une part variable, cela pose une série de difficultés. La première d'entre elles est de savoir si l'on doit tenir compte de la part variable pour calculer le niveau de rémunération à atteindre. En pratique, il faudra regarder si le contrat de travail résout ou non la question. Amis rédacteurs, il serait pertinent, en cas de rémunération variable, d'intégrer une clause à ce sujet directement dans le contrat de travail. À défaut, la solution résidera le plus souvent dans la convention collective applicable. Si celle-ci n'exclut pas la part variable du calcul de la rémunération, alors il faudra l'intégrer. À titre d'exemple, dans le monde de la culture, l'article 11.2 de la convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant stipule que l'indemnité est calculée sur la base de la rémunération brute mensuelle fixe que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé, hors part variable et prime. La part variable est ici explicitement exclue du calcul de la rémunération et donc il est possible pour l'employeur de ne pas en tenir compte pour déterminer l'indemnité complémentaire qu'il doit verser. La seconde difficulté est de savoir comment reconstituer artificiellement cette part variable. En effet, si la part variable dépend par exemple de la participation du salarié au chiffre d'affaires, il faut bien se poser la question de savoir quelle aurait été la hauteur de cette participation si le salarié avait pu être à son poste de travail. Une partie de la réponse a été rédigée peu après l'arrivée du problème. On fait un peu d'histoire. L'indemnité complémentaire à l'allocation journalière existe en effet depuis une loi du 19 janvier 1978 relative notamment à la mensualisation du salaire. En son article 1er, cette loi généralise l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977. Or, au passage, l'article 7 de cet accord crée l'indemnité complémentaire de l'employeur, bien qu'à l'époque ce n'était pas 1 mais 3 ans d'ancienneté que le salarié devait cumuler pour en bénéficier. Dès le 27 juin 1978, une circulaire d'application de la loi souligne le cas des salariés percevant une rémunération variable. La circulaire propose que le salaire de référence soit significatif au regard de l'absence indemnisée, ce qui peut conduire à retenir soit celui de la période de paye précédant cette absence, soit un salaire moyen perçu au cours d'une période plus longue, le trimestre par exemple. Cette méthode suppose néanmoins que la formule de calcul de la part variable soit la même entre le salaire de référence, pour reprendre les termes de la circulaire, et la période d'absence du salarié. Si un changement venait de se produire dans le contrat de travail ou de l'accord annexe au contrat par rapport aux primes par exemple, il faudrait se poser la question de l'incidence de cette modification, tout en gardant à l'esprit le fait que le contrat de travail doit s'appliquer de bonne foi. Jean-Paul, j'espère que tu es abonné.